Très bien. Bon, on va commencer alors. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au quatrième atelier dans les cadres du colloque Élections en perspective et en prospective qui aura lieu du 23 au 27 août, ce mois-ci, au août. Et aujourd'hui, dans cette quatrième atelier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Domenico Maciotra, qui va nous offrir l'atelier intitulé Présence dans les mondes et présence du monde. Bon, je vais présenter très rapidement Domenico. Et Domenico a obtenu un doctorat en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Et il a réalisé un postdoctorat en MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et il a travaillé à titre de consultant international en développement curriculaire. Il a participé à des missions dans divers pays, notamment Madagascar, Cameroun, Niger, République démocratique du Congo. Et Domenico est aussi notamment le détenteur de ASCAR Incorporation. Et YASCAR est un acronyme formé à partir des 5 concepts: action, situation, connaissance, attitude, ressources. Bon, ces travaux et ces publications s'inscrivent dans les paradigmes de l'inaction. Et maintenant, je passe la parole sans plus tarder à Domenico pour qu'il puisse présenter l'atelier et aussi se présenter si j'ai raté quelque chose. Merci Domenico, merci à toutes et à tous. Merci Laetitia pour la présentation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il sera donc question de présence. J'ai trouvé sur un site Internet ce principe, c'est soyez la personne, pardon, soyez la présence plutôt, et non pas la personne. Ce que cela veut dire, c'est qu'il faut être véritablement plutôt que être son ego. L'ego, c'est ce que je pense que je suis et non pas ce que je suis véritablement. Alors, on peut relier les deux cependant, la présence et la personne, de la manière suivante. Une personne se manifeste dans et par la qualité de sa présence mentale en action et en situation. Donc, il s'agit bien d'une présence mentale. Être strictement présent physiquement, ce n'est pas possible si on n'est pas là, si on n'est pas présent mentalement. Lorsque la présence elle est optimale ou maximale en danse, en sport, en art, en musique, on dira que la personne est dans un état de grâce, dans un état de fluidité, dans le sens que tout lui réussit, que tout baigne dans l'huile, qu'elle est en harmonie complète à ce moment-là avec le monde. Alors, en élevant sa présence, le monde devient plus présent et la présence, lorsqu'elle est élevée, devient un mieux vivre à l'unisson avec le monde et un mieux vivre ensemble avec les autres. Donc, le but de la présentation, c'est une perspective native de la présence, hein, c'est tel que moi je la comprends. Et il sera question de postulat. Alors, on va d'abord définir ce que veut dire, ce qu'est un postulat. Et ensuite, on va contraster des postulats représentationnalistes avec des postulats inactifs. Et on va se demander quelle est la place de la présence dans ces deux cas. Et ça aussi, question de l'approche par compétence, qui, à mon avis, se situe plus du côté représentationnaliste. Et encore là, on va se demander quelle est la place de la présence dans cette approche. Enfin, il sera question de mindfulness. Bon, mindfulness, c'est la méditation qui a été importée en Amérique. Hein, et puis, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a une pleine présence qui est recherchée. Et moi, je vais plutôt en parler en termes de présence inactive et soutenue.
Alors, mon intérêt de la présence vient de deux pratiques. Il y a une première pratique qui est la pratique des arts martiaux. J'en ai pratiqué plusieurs, mais surtout le karaté-do. Ce que je tiens à dire, c'est que ici, maintenant, je vais parler beaucoup de mon expérience dans ces deux pratiques, mais qu'en aucun cas, je me sens maître dans l'une ou dans l'autre. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai une expérience de plusieurs années en karaté en particulier, au moins 35 années. Donc, karaté veut dire, kara veut dire vide et te, c'est la main. C'est un combat à main nue, donc les pieds nus. Et ça veut dire que c'est notre corps qui est notre armature essentielle. Do veut dire voix, et c'est peut-être ça qui est important parce que ce n'est pas la pratique du karaté en tant que tel, mais ce qu'elle pouvait apporter dans la vie de tous les jours. Et donc, j'en ai fait personnellement ma voie d'accomplissement. Et j'ai essayé de me réaliser à travers ça et de transposer ça dans diverses autres activités. Donc, la pratique des arts martiaux, donc, qu'est-ce que j'en ai tiré? J'en ai tiré ce qui suit, c'est que l'adversaire, finalement, le plus important, ce n'est pas celui qui est en face de soi, c'est plutôt celui qui est en nous et c'est notre ego. Hein? Il faut donc apprendre à être, à faire une croix sur son ego, c'est-à-dire à développer une présence. Pour devenir une présence, il faut développer un pouvoir d'agir. Et dans cette image, il est illustré par les flèches qui sont relatives au combattant à gauche, au combattant A. Et ce que ces flèches indiquent, ce sont ces possibilités offensives, hein, c'est des possibilités d'action, bien sûr, et les flèches longues, ce sont ces possibilités offensives. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que toutes ces possibilités ne sont pas représentées dans la tête du combattant. Ce sont des possibilités de sa garde. Oui, est-ce qu'on m'entend toujours? Allô, est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, oui, Dominique. OK, bon. Toutes ces possibilités, je disais donc, ne sont pas représentées dans la tête. Elles sont des possibilités de la garde. Hein? Donc, la prise de garde énacte ces possibilités-là. Ce sont des possibilités perçues, senties, ressenties, actualisées par la prise de garde. Ce sont des possibilités vécues qui sont en train de se vivre. Hein? C'est comme on dit des musiciens lorsqu'ils sont en train de jouer et qu'ils ont une partition devant eux, qu'ils font une lecture à vue de la partition, ce qui veut dire qu'ils jouent la partition finalement, c'est ce qui veut dire lire la partition. Et ici, c'est la même chose. Les combattants voient dans la garde de l'autre réellement ces possibilités-là. Alors, ces flèches sont les possibilités qui rendent la garde vivante, qui rendent le combattant présent. Merleau-Ponty dirait que ce sont des fils intentionnels par lesquels on se relie à l'autre. Hein? Et Varela dirait probablement que ce sont des significations énactées en situation et temps réel. Alors, être présent, c'est actualiser son pouvoir d'agir, pas seulement qu'au karaté, mais dans toutes les situations de la vie. Et pour cela, il faut se faire toute action, ne pas penser à ce qu'on fait, mais simplement le faire. Et il faut devenir une conscience agissante. Au karaté, ça veut dire tout simplement penser avec ses mains et ses pieds, mais en fait, penser avec tout son corps. Et surtout pas seulement avec sa tête. Autre chose que j'ai appris, c'est qu'il faut faire unité avec l'autre, faire unité avec l'adversaire. Il ne faut pas s'opposer à ce qu'il fait, mais plutôt s'en servir à son avantage et éventuellement le retourner contre lui.
Ma deuxième pratique maintenant, c'est la pratique de la méditation. Je ne sais pas vraiment comment la qualifier. C'est mon maître de karaté qui m'a appris à méditer. Puis bon, je dirais que c'est une méditation de type zen. Alors, il y a un post qui a circulé pendant le confinement de la pandémie, de la COVID-19. Il dit ceci: si vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, allez à l'intérieur. Cela renvoie a priori à une quête de présence à soi, mais ce n'est pas tout à fait exact. La méditation, ce n'est pas un enfermement sur soi. Hein. Ce n'est pas on ne quitte pas le monde en méditant. La méditation aussi, ce n'est pas passif du tout, c'est même très actif. Ce n'est pas seulement relaxer, se détendre, c'est aussi et surtout s'énergiser, élever sa présence donc en l'énergisant. Dans mon cas, ce que je cherchais à travers la méditation, c'est de transposer ses effets dans la vie quotidienne et entre autres dans la pratique du karaté. Alors, la méditation, oui, c'est une présence à soi, mais c'est aussi une présence au monde. C'est une quête d'unité avec le monde, une unité soi-monde. Alors, les deux pratiques, karaté et méditation, dans mon cas, elles étaient complètement combinées. Il y avait de continuels allers-retours entre les deux pratiques. L'été était de faire du karaté une pratique de méditation en action. Et en fait, ce qui se passait, c'est que même lorsqu'on pratiquait le karaté strictement, il y avait quand même des exercices qui étaient de nature méditative et on transposait donc les acquis d'une activité à l'autre. Bon, je parle d'unité avec l'autre, c'est peut-être plus facile à comprendre dans une relation de coopération comme en danse. Alors, la présence d'un danseur rend la présence de l'autre et vice-versa. Varela en parlerait en termes de couplage structurel et ça s'applique entièrement ici, sauf que ce couplage structurel est un couplage de haut niveau, c'est entre deux experts de la danse. Lorsqu'on regarde un couple danser comme celui-là, ce qu'il faut voir, ce ne sont donc pas deux personnes, mais deux êtres dansants. Deux êtres dansants qui sont en synergie et qui font couple, donc, et au total, il n'y a ni moi ni toi, mais que de la danse. Alors, c'est ce que peut vouloir dire soyez une présence et pas la personne. Ici, cela devient soyez deux présences et non pas deux personnes. Si on transpose ça dans le théâtre, on dira que le spectateur, ce qu'il souhaite voir, ce n'est pas l'acteur, mais le personnage qu'il joue. Alors maintenant, je vais donner une définition de postulat, c'est une courte définition, hein. C'est celle du dictionnaire. Alors, un postulat, c'est un principe non démontré et pas démontrable non plus, que l'on accepte et qu'on formule à la base d'une recherche ou d'une théorie. Alors, un exemple, c'est un postulat matérialiste. Tout est matière, donc la science étudie le monde matériel, y compris l'esprit, la cognition, qu'on considère ça d'un point de vue mécaniste, d'un point de vue matériel. Alors, toutes les théories ont leur postulat. Ils sont soit implicites, soit explicites, mais lorsqu'on veut contraster des théories ou des paradigmes, il est opportun d'en expliciter à tout le moins quelques-uns. Alors, ce que je vais contraster ici, c'est des postulats représentationnalistes avec des postulats inactifs. Bon, donc je vais commencer avec ça, avec quelques postulats représentationnalistes.
et relier ça à l'approche par compétence que personnellement je situe dans le paradigme représentationnaliste et cognitiviste. Alors, un des premiers postulats de ce paradigme, c'est que la cognition, elle est plutôt cervicale. Hein. On croit que l'esprit est dans le cerveau ou encore que le cerveau, c'est la matérialisation de l'esprit. On postule aussi que des objets de connaissance se conservent en mémoire et de façon relativement stable. J'entends par connaissance ici des connaissances choséifiées. On les considère plus ou moins comme des objets réels physiques. On postule aussi que les objets en mémoire, hein, ce sont des ressources mobilisables. Cela nous amène à la métaphore du toolbox de Lev. Hein. Lev parle de la mémoire comme un toolbox et elle donne l'exemple du menuisier. Un menuisier, lorsqu'il a un travail à faire, et selon la situation, il prend un outil dans son coffre, celui qui lui sert, il l'utilise et puis il le remet intact dans son coffre. Alors, ça semble se passer plus ou moins de la même façon dans cette perspective lorsqu'on parle de ressources mobilisables. On postule aussi que la compétence disposerait d'une capacité ou d'un pouvoir de mobiliser des savoirs ou d'autres compétences. Alors, on attribue cette capacité à la compétence. C'est un peu comme si une compétence était un petit homme qu'on avait dans la tête, un homoncule, hein, l'homoncule de Dennett, et qui serait capable de fouiller dans la boîte à mémoire et puis d'utiliser les outils qu'il comprend. On postule aussi un dualisme corps-esprit. Le cerveau est séparé du reste du corps. En fait, le corps n'est qu'une ressource, qu'un ensemble de ressources matérielles au service du cerveau. Enfin, on postule aussi un dualisme personne-monde. La personne est un cerveau, hein, on croit ça, et le monde est indépendant du cerveau et de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Le cerveau, en fait, cherche à se représenter le monde. Et donc, sous-jacent à tout ça, ce que nous avons, c'est une idéologie utilitariste. Hein, les savoirs sont viables s'ils sont utiles, autrement ils ne le sont pas. Et il y a l'idée que finalement, oui, il faut apprendre des savoirs d'abord, mais savoir ne suffit pas, il faut aussi savoir utiliser ces savoirs. D'où la conception de la compétence en termes de savoir mobilisé. Alors, l'utilitarisme et le représentationnisme est omniprésent dans la PC. Quelle est la place de la présence? C'est ce qu'on va voir. Hein. Il y a Naudi qui dit ceci, c'est là l'essentiel, les compétences, celui qui sait mobiliser. Et il y a tout un ensemble d'auteurs qui définissent la compétence comme un savoir mobilisé. Et alors, tout se passe comme si le cerveau pense et le corps agit un peu comme une marionnette. Alors, quelle est la place de la présence? C'est une présence éventuellement d'esprit, une présence qui loge dans la tête, puisque le représentationnalisme cherche à se représenter le monde. Donc, c'est par l'intermédiaire des représentations qu'on peut manifester une présence indirecte au monde. Alors, la présence peut être quand même considérée comme une compétence à avoir. À avoir ici, c'est le mot-clé. Parce que, c'est Nadeau qui le dit hein, dans les soins hospitaliers, peut-être qu'à certains moments, lorsqu'on est on a utilisé toutes les autres compétences et puis qu'on ne parvient pas
à intervenir auprès de la personne malade, eh bien, semble-t-il qu'il ne resterait plus que la présence. Mais l'important, c'est que la présence serait une compétence parmi tant d'autres et qu'il faut avoir plusieurs compétences finalement pour être compétent. Alors, justement, est-ce que ça suffit à avoir des compétences, même toutes les compétences d'un référentiel? Et ces compétences, si nombreuses soient-elles, est-ce que c'est peut-être nécessaire, mais est-ce que cela suffit pour être compétent? Selon le BOTEF, il semble que non. Maintenant, je vais entrer plus dans la perspective de l'inaction et le monde aussi qui est en action. Alors, je vais donner des exemples simples et peut-être même simplistes, mais j'ai trouvé important d'en parler. Si vous tournez rapidement votre tête de gauche à droite, eh bien, vous allez voir que le monde va bouger avec vous. Si vous tournez plusieurs fois sur vous-même, si vous tournez sur vous-même, le monde va bouger aussi. Mais si vous le faites plusieurs fois, le monde va continuer de bouger même lorsque vous allez arrêter. Si vous pratiquez des activités complexes comme la gymnastique, ici l'image est un salto arrière, eh bien là, même là, le monde va bouger avec votre action. Et dans les courses à haute vitesse comme la course automobile, bien sûr, on peut dire que le monde bouge avec nous. Bon, ça veut dire qu'en action, le monde bouge aussi, et ça veut aussi dire qu'on vit le monde en action. On va dire oui, mais lorsqu'on ne fait rien, par exemple, eh bien oui, il y a cet exemple, je ne fais rien, mais je le fais bien. Alors, il reste qu'on vit quand même le monde en action, même lorsqu'on a l'impression de ne rien faire. Et je vais en parler un peu plus tard. Lorsqu'on médite, par exemple, on peut dire a priori qu'on cherche à rien faire et pourtant, la méditation, elle est très active. Alors maintenant, je vais prendre un exemple de présence mentale. En fait, la présence est une dynamique mentale qui se vit en action et en situation. Et je vais prendre une activité qui est très dynamique et qui nous montre bien ce que cela peut vouloir dire. Donc, c'est une activité complexe qui nécessite nécessairement une présence très élevée, c'est le surf. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que le surf advienne? Alors, c'est ce qu'on va voir. Il faut d'abord que le surfeur soit en action. Et on le voit ici dans l'image, le surfeur il est très actif, notamment pour maintenir son équilibre sur la planche. Alors, le surfeur met aussi la planche en action. Il ne fait pas que tenter de s'équilibrer sur la planche, il la dirige aussi. D'ailleurs, il peut descendre la vague, il peut éventuellement la remonter aussi. Il faut que le surfeur, en s'unifiant avec la planche, agisse sur la mer aussi. Donc, il met jusqu'à un certain point la vague, minimalement bien sûr, en action. On le voit à travers le sillon qui est tracé sur la vague. Pour que le surf survienne, ça prend aussi un monde en action. Alors, il y a la planche qui agit sur le surfeur, bien sûr, en réaction, hein? Et il y a la vague qui agit sur la planche et il y a aussi l'environnement qui agit sur le surfeur. Pour l'environnement, ici, on peut penser au vent, à l'air, à la lumière, bref, à tout ce qui intervient. Donc, on a ici une approche globale du surf en action. À mon avis, c'est ce que veut dire la cognition d'un point de vue natif. C'est que est cognition tout ce qui est significatif pour le surfeur dans cet exemple. Donc, quelques postulats qu'on peut tirer de cet exemple. Eh bien, le premier, c'est que la cognition survient en action.
C'est un agir réel en temps réel. C'est dans le fonctionnement de l'agir que se comprend la cognition. Ça veut dire aussi que nous sommes nécessairement des personnes d'action. On oppose souvent une personne d'action à une personne qui est plutôt oisive, mais dans tous les cas, nous sommes des personnes qui disposons d'un pouvoir d'agir et on l'utilise minimalement ou maximalement, mais c'est la réalité. Alors, l'agir fait aussi la cognition. On l'a vu avec le surfeur, hein, pour que toute cette cognition dont je vous parlais tantôt, qui comprend tout ce qui est en action et tout ce qui est significatif dans le surf, eh bien, c'est ça qui est la cognition. Donc, on peut dire que l'agir fait la cognition et il y a Versace et d'autres auteurs qui affirment cela. Le surfeur fait du surf en surfant, c'est ce que ça veut dire. Et le surfeur n'a pas vraiment d'espace pour faire autre chose, hein. Il doit se donner à fond pour générer le surf, d'où sa grande présence. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas d'espace pour faire autre chose plus tard. L'esprit, donc, il est cognition incarnée, il s'étend dans tout ce qui signifie surf. La présence, donc, c'est une présence très dynamique. Hein? La présence est nécessairement dynamique, c'est une dynamique mentale en cours d'action. Alors, cela veut dire qu'être vivant, hein, être vivant, c'est une présence à soi, mais c'est aussi en même temps être une présence directe en action avec le monde. Plus notre présence est élevée, plus nous sommes présents et plus le monde nous est présent. On peut dire que la présence, elle est existentielle. Disons que je parlais tantôt de présence comme un postulat, donc on est toujours présent parce qu'on est toujours en action. Sauf dans les cas où on est sous anesthésie ou lorsqu'on perd conscience ou dans le cas de certaines maladies graves. Par contre, aussi, on peut dire que la présence varie en intensité et en continuité. Alors, l'action, donc, est la cognition et la réflexion aussi. Et dans les deux cas, on peut parler d'incarnation. Les deux sont incarnés parce qu'il y a toujours une base sensorimotrice aux deux. Alors, dans le cas de l'action, on pourra dire que la sensorimotricité est plus concrète. Dans la réflexion, elle est peut-être plus discrète, plus raffinée, mais dans les deux cas, on peut en parler en termes finalement d'action. Alors, je donne l'exemple ici d'un funambule. Hein. Le funambule, lorsqu'il est en situation de performance, son agir il est performatif et il doit faire face aux contraintes de l'espace-temps. Ici, performer, c'est ce qu'on recherche. Hein, on cherche des résultats immédiats. Par contre, lorsque ce même funambule-là n'est pas en situation de performance et qu'il réfléchit sur sa performance, son agir est tout de même réflexif, mais avec une base bien sûr sensorimotrice, mais c'est un agir qui est libéré de l'obligation de résultats immédiats. Le but, c'est beaucoup plus de comprendre ce qui se passe lorsqu'on est sur un fil et qu'on fait une traversée comme celle-là. Alors, j'ai mis tout le corps du funambule ici à droite complètement parce que même lorsqu'il réfléchit, c'est quand même avec tout son être incorporé qu'il le fait. Donc, réfléchir, penser, agir, imaginer, raisonner, percevoir, s'émouvoir, parler, lire, cuisiner, marcher, sont tous des agirs incarnés.
Je vais maintenant essayer de relier existence et présence. D'abord, je vais dire que l'existence n'est pas une propriété des objets. Ce n'est pas une propriété du monde physique. Une chaise, par exemple, n'existe pas pour une autre chaise. Et la raison, c'est qu'elle n'a pas de conscience. L'existence relève donc de la conscience et non pas des objets physiques ni du monde physique. Alors, généralement, on définit une chaise dans le dictionnaire comme étant un siège qui a un dossier, mais qui n'a pas de bras, avec un certain nombre de pattes éventuellement. Mais en fait, une chaise, pour qu'elle existe pour nous, elle n'existe pour nous que comme conscience qui la saisit en action. Une chaise, dans la perspective native, et c'est ce que je crois profondément, ce n'est pas juste ce qu'elle est en termes de propriété physique, mais c'est tout ce qu'on peut en faire et tout ce qu'on peut faire avec elle. Ici, dans l'image, on voit tout ce qui peut être fait avec une chaise, bien au-delà de simplement s'asseoir dessus. Bon, dans la perspective de l'inaction, que veut dire connaître? Connaître, c'est faire émerger le surf, par exemple, faire exister le surf, ou faire exister des objets à travers nos actions. Connaître, c'est se présenter le monde et non pas se le représenter. D'où l'importance, encore une fois, de la présence. Bon, qu'est-ce qu'elle n'est pas, la présence? Alors, on va essayer de rentrer là-dedans. Il y a des études qui se font sur le mind wandering, qui veut dire en français esprit errant. Je pense que parmi les initiateurs de ce champ de recherche, il y a Killingworth et Gilbert. Et ces auteurs affirment que, contrairement aux autres animaux, les humains passent plus de la moitié du temps à penser à ce qui ne se déroule pas actuellement autour d'eux. Ce qu'ils disent, c'est que l'esprit est souvent envahi de pensées vagabondes qui portent soit sur des événements survenus dans le passé ou encore des événements qui peuvent advenir dans le futur ou tout simplement qui ne se produiront jamais. Bien sûr, malgré tout, tous ces sorties du moment présent, si on peut le dire, il reste qu'elles se font au moment présent. Et dans l'image, à droite de l'écran, on voit les bulles qui indiquent les pensées errantes de ces personnes qui sont illustrées là. Alors, l'esprit errant, c'est un peu l'esprit dans les nuages et avec tous les dangers que cela peut comporter. Et souvent, même dans la méditation, lorsqu'il y a des pensées qui surviennent en nous, on en parle en termes de nuages. Hein? C'est un ennuagement de l'esprit et qu'il faut simplement les regarder, les laisser passer. L'esprit errant maintenant et la performance, je pense qu'on est tous naturellement d'accord que le fait d'être présent augmente la performance et que le fait d'être envahi par des pensées vagabondes, et bien que ça nuit à la performance. Et ça, c'est tellement vrai en éducation. Alors, on voit tous les élèves ici qui ont l'esprit ailleurs. Hein. Et c'est vrai aussi dans n'importe quelle activité, y compris la nôtre actuellement. Bon, en conduite automobile, c'est évident que l'esprit errant nuit à la performance. Alors, l'image de gauche, ici, on voit une personne qui utilise son téléphone mobile et qui n'est pas très présente à la route à ce moment-là. Il semble que ça élève énormément les risques d'accidents d'auto et que l'esprit errant sera même la principale cause des accidents d'auto. Bon, maintenant, l'esprit errant et méditation.
Bon, pour ceux qui ont fait de la méditation, ont tous fait cette expérience-là. Hein. Il n'y a rien comme méditer pour prendre conscience de combien nous avons un esprit errant. Une technique comme simplement suivre sa respiration, rien de plus facile a priori. Et pourtant, on ne peut pas faire que ça, suivre sa respiration. Il y a tout un flot de pensées non voulues qui surgissent en nous. On essaie de s'en débarrasser, mais combien c'est difficile. Hein? Alors, le but de la présentation, c'est justement d'éliminer ces pensées qui ennuagent l'esprit. En tous les cas, c'est un des buts de la méditation. Alors, il y a plusieurs activités qui proposent d'élever soit la concentration, soit la présence attentive ou encore la pleine présence. Et nous avons donc la méditation elle-même, la méditation assise. Il y a le tai chi, il y a le yoga, il y a le pilates, il y a tous les arts martiaux et combien d'autres activités qui visent cet état méditatif. Bon, maintenant, je vais quand même parler de l'esprit errant qui convient très bien d'un point de vue représentationnaliste, mais peut-être pas dans un point de vue natif, parce que l'esprit errant, d'abord, ça renvoie strictement à des pensées, et des pensées qui errent dans la tête. Hein. Les bulles ici, ça représente des pensées donc dans la tête, et dans cet esprit-là, penser, ce n'est pas agir. Hein. Il y a une différence entre les deux, parce que pour agir, il faut passer par le corps. Et je vais plutôt proposer comme alternative à l'esprit errant de considérer ça plutôt en termes d'agir dispersé ou de présence dispersée. Donc, c'est ça le point de vue natif. On passe avec tout son corps et penser, comme je le disais précédemment, c'est agir. Et on voit dans l'image ici que l'agir est dispersé, il est représenté par des bras, de multiples bras. Donc, c'est lorsqu'on cherche à faire toutes sortes de choses en même temps, et c'est là qu'on devient un esprit dispersé. Alors, l'agir dispersé ou la présence dispersée, c'est lorsqu'on fait une activité, puis sans la terminer, on passe à une deuxième activité, puis sans la terminer encore, on passe à une troisième activité, on revient à la première, on retourne à une autre activité encore. Ce qui se passe, c'est qu'on passe constamment son temps à passer d'un agir à l'autre sans véritablement progresser dans aucun d'eux. Donc, on est présent à tout et à rien. Et c'est ce que j'appelle la présence dispersée. Dans une journée de travail, on a des réunions successives, parfois dans la même journée, et qui ne sont pas vraiment productives. On a des rendez-vous qui prennent beaucoup plus de temps que prévu. Il y a des problèmes qui sont inattendus, particulièrement comme tantôt, avant d'initier cette présentation, on avait des difficultés avec l'Internet. Il y a des fois aussi des moments où c'est clairement de la flânerie, hein, on se laisse aller. Il y a le téléphone qui n'en finit plus de sonner, puis il y a encore les courriels à la cascade qui arrivent, et puis bon, il faut y répondre, et puis cela nous coupe de notre activité actuelle. Alors donc, vous voyez que ce n'est pas juste des pensées dans la tête qui nous disturbent, mais c'est aussi nos actions. Alors, le constat, c'est que, bon, je n'ai pas arrêté de la journée, j'ai le sentiment d'en avoir rien fait. Personnellement, ça m'arrive à l'occasion. Maintenant, pour illustrer rapidement, hein, pour illustrer l'agir dispersé ou la présence dispersée, on a une pieuvre qui a beaucoup de bras ici et chaque bras fait sa propre action. Et de l'autre côté, du côté droit, c'est la même pieuvre dont tous les bras sont canalisés, hein, ils visent le même objet. C'est dans ce sens-là qu'on pense d'une présence concentrée. Alors, pour illustrer la présence native qui serait plutôt soutenue, donc qui serait constante, qui serait élevée,
J'ai lu un livre dans les années justement 90, là, dont le titre était Becoming One with Nature, et qui veut dire devenir faire une unité avec la nature. Alors, ce que ce maître de karaté, maître Lee, en réalité, c'est toute sa famille Lee, ce qu'il propose pour faire du tai chi et de garder une présence native soutenue, il dit détends-toi, respire, sens le sol avec tout ton corps et surtout ne fais rien d'extra. Alors, il continue, hein, il dit pour te détendre complètement, viens, respire, sens le sol avec tout ton corps et surtout ne fais rien d'extra. Comment respirer entièrement? Détends-toi, sens le sol avec tout ton corps et ne fais rien d'extra. Et comment faire pour sentir le sol de tout son corps? Respire, détends-toi et ne fais rien d'extra. Et comment parvenir à ne rien faire d'extra? Respire, détends-toi et sens le sol avec tout ton corps. Alors, j'ai beaucoup aimé cette façon de voir qui est circulaire et qui montre que tout joue dans tout. L'idée, donc, c'est de se faire toute action de manière soutenue sans rien faire d'extra. Et combien c'est difficile de ne rien faire d'extra. Il faut parvenir à cette idée de ce que je pense, c'est ce que je fais, et ce que je fais, c'est ce que je pense. Alors, comment parvenir à... Quelles sont les conditions pour être une présence native soutenue? Il faut d'abord pouvoir agir en connaisseur. Il faut quand même s'y connaître dans l'activité qu'on exerce. Il faut ensuite canaliser son agir, canaliser son agir entièrement dans l'activité en cours, garder le cap, ne jamais perdre de vue le but qu'on poursuit, et le plus difficile, ne rien faire d'extra. Alors, je reviens au départ de cette présentation où il était question de mes deux pratiques, celle de la méditation et du karaté. Il arrive qu'on puisse être avancé en méditation et être un débutant au karaté, par exemple. Ici, je parle de karaté, mais ça peut être n'importe quelle activité relativement complexe de la vie. Ça peut être son métier, son métier de prof, par exemple. Alors, lorsqu'on est avancé en méditation, qu'on est débutant au karaté, probablement qu'on sera un meilleur débutant, on sera un meilleur apprenant. Mais pas plus. On ne pourra pas exercer une grande présence dans un combat, par exemple. Lorsqu'on est débutant en méditation, qu'on est avancé au karaté, eh bien, il se peut qu'on soit avancé au karaté et qu'on ait quand même développé plus de présence. J'en ai l'expérience là-dessus parce que les premières années de ma vie, j'avançais et j'avançais, mais pas nécessairement beaucoup en présence. Et c'est lorsque je me suis mis à faire de la méditation que là, j'ai pu faire les liens entre les deux. Et lorsqu'on est avancé dans la méditation, qu'on est avancé aussi dans la pratique de son métier ou ici du karaté, bien, on peut peut-être commencer à parler d'une présence compétente. Alors ici, je parle d'une présence compétente, mais avec un petit bémol. Si nécessaire, on peut appeler ça présence compétente. Si on tient à l'approche de compétence, on peut parler d'une présence compétence, sinon on peut parler d'une présence native soutenue, ça finit là. Maintenant, tantôt il était question de tai chi. Alors, le tai chi en soi, le plus souvent, de ce que j'ai vu et ce que j'ai connu, c'est une méditation en action. On fait des mouvements sans trop savoir ce qu'on fait. L'idée, c'est de parvenir à une présence native soutenue, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait. Pourtant, le tai chi peut aussi être considéré comme un art martial. Et considéré comme un art martial, donc on peut être, comme je l'ai dit par rapport au karaté et la méditation, on peut être avancé débutant, débutant avancé ou avancé avancé. Maintenant, il me reste que quelques diapos. Le représentationnalisme, la présence elle est plutôt cérébrale, indirecte.
Quand on parle donc de pleine présence et qu'on la conçoit dans une perspective représentationnaliste, on y renvoie aussi en termes de présence attentive ou d'attention soutenue. Et le mot-clé ici, c'est le mot attention, parce que si on réduit notre présence à l'attention, eh bien, l'attention, c'est une fonction cognitive, donc on se trouve à nager dans le cognitivisme. Et ce que les auteurs ici cités, c'est Sierroff et Picard disent, c'est que l'attention et la sélection d'une information extérieure ou d'une pensée sous une forme claire et précise et son maintien dans la conscience. Bon, la conscience, elle est où? Elle est dans l'esprit, elle est dans notre cerveau. Du côté de l'inaction, par contre, la présence, elle est incarnée, elle est toujours en rapport direct avec le monde. Et c'est pour ça qu'on est peut-être mieux de parler de présence native soutenue plutôt que de pleine présence. La présence native soutenue, c'est une dynamique mentale, hein, en action et en situation. C'est une disponibilité mentale de tous les instants. Alors, c'est un agir qui est en cours, qui nous rend présents. Et peut-être, je fais la suggestion ici, c'est que plutôt que de parler strictement de connaissances, hein, dans les formations, il faudrait peut-être penser à développer l'agir. Et l'agir comporte un certain nombre de propriétés dont on ne tient souvent pas compte. Donc, la fluidité, l'efficacité, l'efficience, le dynamisme, la sensibilité, la mobilité, la synergie, la vitalité, le détachement, le timing, la détente, l'affluence et bien d'autres. Il faudrait peut-être plus dans nos formations, si on les fait dans une perspective inactive, d'entrer dans ce type de voie-là. Alors, comment faire pour élever sa présence inactive? Ben, il faut dynamiser tout son être de manière fluide et soutenue et parvenir à ce que je disais tantôt, ce que je pense, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est ce que je pense. Et actuellement, je fais un concert, donc je m'en tiens à cela. Je ne fais rien d'autre, je ne fais rien d'extra. Bon, dans la vie de tous les jours, il est très important d'élever sa présence, du moins si on veut en être complètement. Et ici, on a la présence donc, du pianiste, on a eu l'exemple du surfeur, il y a l'exemple de la chirurgienne ici qui est en train d'opérer. Il y a le chant en public, il y a la pratique du tai chi, il y a l'enseignement. Bref, dans toutes les activités de la vie, il est bon d'élever sa présence et ça peut faire toute la différence. Donc, pour parvenir à une présence native soutenue, il faut se donner à fond dans son agir, hein, en situation, son agir donc avec ses meilleures propriétés et en gardant le cap aussi longtemps que dure l'activité. Et je termine là-dessus en vous remerciant pour votre présence soutenue. Merci beaucoup, Domenico, pour cette présentation très, très riche. Voilà, donc on va clôturer cette session. Merci beaucoup, Domenico. Ça a été vraiment très, très riche. Et merci à tous et à toutes pour cette matinée. Ou, je ne sais pas exactement où vous êtes géographiquement, mais merci. C'est vraiment très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir. Merci. À la prochaine. À la prochaine.